Bonsoir, c'est le sujet le plus chaud en ce moment pour des millions de Français que nous allons aborder ce soir. Je veux parler des impôts. Alors, on le sait tous, nous n'avons plus que quelques jours pour régler le troisième tiers. Et pour de nombreux citoyens, l'addition va être très salée. Il faut dire que de plus en plus de Français ont du mal à payer actuellement. Selon une étude menée par le ministère des Finances, les lettres de rappel et les mises en demeure aux mauvais payeurs ont doublé entre 2011 et 2013. Il y en a eu près de 10 millions l'an dernier. Alors, face à cette pression fiscale, nous sommes d'autant plus en droit de nous demander où va l'argent de nos impôts. L'impôt sur le revenu qui, par exemple, rapportera cette année 65 milliards d'euros. Alors justement, comment l'État les dépense-t-il? Sont-ils bien utilisés ou sont-ils au contraire gaspillés? Vous allez le voir, vous n'êtes pas au bout de vos surprises sur ce que devient réellement l'argent de vos impôts. C'est un document signé Beryl Chomeil. Dans ce pavillon près de Paris, a priori, tout va pour le mieux pour la famille Chevet. Laurent et sa femme Carole ont 5 enfants et une bonne situation. Lui est consultant informatique, elle assistante de vie scolaire. Le couple gagne 8 000 € par mois. Pourtant, derrière les sourires, Laurent ne décolère pas. Il y a quelques jours, le père de famille a découvert stupéfait le prochain montant de ses impôts sur Internet. Donc un revenu identique, je vais saisir exactement les mêmes revenus qu'en 2013, avec le même nombre d'enfants. Et voilà le résultat. Une hausse de 30% d'impôts. Donc 7 787, c'est ce que vous allez devoir payer cette année. Voilà, ce que je vais payer cette année, alors que je n'ai pas gagné plus. 7 487 € d'impôts à payer cette année, au lieu de 5 579 € l'an dernier. Le montant va donc flamber de 30%. Une hausse qui ne touche pas que Laurent. Plus de la moitié des contribuables voient leurs impôts augmenter cette année. Alors comme tout le monde, une question taraude ce père de famille. Comment l'argent qu'il verse est-il dépensé par l'État? Est-il vraiment bien utilisé? Je paye 30% d'impôts de plus et j'ai pas 30% de services en plus. J'ai pas 30% d'autoroute en plus, j'ai pas 30% de policiers en plus dans la rue pour me protéger. Mes enfants sont pas 30% mieux éduqués à l'école, c'est même plutôt le contraire. Et au niveau de la remboursement de la Sécu par exemple, je suis pas 30% mieux remboursé, c'est même le contraire aussi. Incompréhensible pour Laurent, alors que les services au public baissent, les impôts, eux, ne cessent d'augmenter. Une réalité qui provoque aujourd'hui la grogne de millions de contribuables en France. Il faut dire que depuis 2 ans, les Français, à commencer par la classe moyenne, n'ont jamais été autant ponctionnés. Les impôts ont ainsi augmenté de 37% depuis 2012. Alors aujourd'hui, nous voulons savoir comment notre argent est utilisé. Est-il véritablement bien dépensé? Ou s'agit-il d'un vaste gaspillage, comme l'indique régulièrement la presse? Des sommes folles seraient dilapidées dans nos administrations, en région, comme à Paris. Mais alors qu'en est-il vraiment? Salaire des élus, avantages des fonctionnaires, dépenses de l'administration, nous avons mené l'enquête. Des grandes institutions de la République aux petites collectivités locales, nous nous sommes plongés dans les coulisses pendant des mois. Et nous sommes allés de surprise en surprise en découvrant de quelle façon notre argent est réellement dépensé. Chaque année, les impôts demandés aux contribuables servent à faire face aux dépenses de fonctionnement de l'État. Des dépenses indispensables pour assurer les services publics dont nous avons besoin, comme les hôpitaux, l'éducation nationale ou la police. Aujourd'hui, l'heure est aux économies et l'État s'est engagé à réduire son train de vie. Mais voilà, sur le terrain, les choses sont loin d'être aussi simples. Direction Vierzon, dans le Cher. En plein pays berrichon, c'est une ville tranquille de 26 000 habitants, avec à 2 pas du centre, sa sous-préfecture. Une sorte de petite filiale de l'État et qui fonctionne donc avec l'argent du contribuable. Dans ces sous-préfectures, en principe, on peut s'y faire délivrer une carte d'identité ou un permis de conduire. Nous avons voulu savoir comment elles fonctionnent. Le ministère de l'Intérieur ayant refusé nos demandes de tournage, nous entrons dans celle de Vierzon en caméra cachée. Allons-y.
Et voilà donc ce que nous découvrons à l'intérieur. Un bâtiment désert ou presque. Un chat. La sous-préfecture a une mission de service public. Pourtant ici, personne pour nous accueillir. Tout juste une boîte aux lettres pour déposer les demandes de carte grise. Donc dépôt express, carte grise. Veuillez déposer votre enveloppe dans la boîte ci-dessous. Au fond de la salle, à la place des guichets, il faut utiliser un téléphone. Alors, selon l'objet de votre demande, vous pouvez appeler. Il n'y a personne, ça sonne. Une employée finit par apparaître. Bonjour madame. Je comprends pas très bien l'urne qui est là-bas. Oui, Ça sert à quoi en fait? pour déposer les dossiers de carte grise, les demandes de carte grise. D'accord, et vous les traitez directement ici? Ah non, on les traite pas, on les envoie à Bourges. À la préfecture? Oui. Nous, on fait rien, on prend et on emmène à Bourges. Vous faites rien du tout? C'est juste un relais en fait. Ben oui. Bah oui, on nous a supprimé ça. Alors pour essayer de garder un service de proximité, c'est pour ça qu'on a mis une urne. Pour que les gens, leur éviter de se déplacer à Bourges. Bon, c'est vrai qu'à une époque, on était 22, on n'est plus cuite, mais bon. Pratiquement toutes les sous-préfectures sont dans notre cas. Oui. Et du coup, elle va être supprimée? Enfin, vous pensez que... On sait pas. Merci. Bon, merci beaucoup. Au revoir. Ce que nous venons de voir, c'est le résultat d'une grande réforme lancée en 2008. À l'époque, pour réduire le train de vie de l'État, Nicolas Sarkozy décide de vider les sous-préfectures et de transférer leurs compétences. Depuis, ce sont les mairies environnantes qui s'occupent des pièces d'identité. Et surtout, c'est la préfecture qui gère tous les autres papiers comme les cartes grises ou les permis de conduire. Les préfectures, une par département, assurent donc désormais l'essentiel des services publics. Mais voilà, dans de nombreuses régions de France, on n'a pas fermé pour autant les sous-préfectures. On en compte 238 en France. Des petites administrations, très nombreuses, qui ne datent pas d'hier, elles ont été créées par une grande figure de l'histoire, un certain Napoléon Bonaparte. À l'époque, l'empereur voulait que les services de l'État soient accessibles dans tout le pays à moins d'une journée de cheval. Sauf qu'aujourd'hui, la première préfecture n'est jamais très loin, en voiture. Pour le vérifier, nous nous rendons à 20 minutes de là, à Bourges, la préfecture dont dépend Vierzon. Faute d'autorisation, nous y entrons en caméra cachée. Pardon? Ici, rien à voir avec Vierzon, les usagers se bousculent, l'accueil au public est assuré, et l'agent nous confirme que la sous-préfecture en question ne sert plus à rien. Bonjour monsieur, c'est simplement pour un renseignement. Il faut qu'on fasse changer l'ensemble de nos papiers ici. C'est les cartes grises. Et à la sous-préfecture de Vierzon, on ne peut pas le faire directement? Pourquoi? Mais pourquoi? C'est la politique, c'est comme ça que... Parce que moi, je suis en week-end à partir d'aujourd'hui. D'accord, donc ça sert à rien d'aller à la sous-préfecture. Merci monsieur. Au revoir. Supprimer la sous-préfecture n'aurait qu'une seule conséquence pour les habitants de Vierzon. 20 minutes de voiture ou un timbre pour envoyer une demande de carte grise par la poste. Mais pour l'heure, la petite filiale de l'État est toujours là. Et 6 ans après, les grandes économies annoncées ne sont pas allées jusqu'au bout. À Vierzon, par exemple, il reste encore 8 fonctionnaires, des bâtiments et surtout, monsieur le sous-préfet. Il loge toujours dans cette jolie bâtisse. Une maison de maître plus grande que la sous-préfecture elle-même. Ce sous-préfet de Vierzon a-t-il encore une utilité aujourd'hui? Nous avons joint l'un des membres de son cabinet pour lui poser la question. Dans toutes les sous-préfectures, la majorité des sous-préfectures de France, les cartes grises, les cartes d'identité sont centralisées dans les préfectures, effectivement, je vous confirme. Hein. Du coup, qu'est-ce que le public peut faire à la sous-préfecture de Vierzon? Plein de choses. C'est-à-dire? D'abord, on reçoit moins de public qu'avant. L'essentiel du public qui fréquente la sous-préfecture, ce sont les maires, les secrétaires de mairie, les députés, les sénateurs et surtout les chefs d'entreprise. Un public plutôt restreint. Pour beaucoup, les sous-préfectures sont devenues inutiles, comme en atteste ce rapport de la Cour des comptes l'an dernier. Elle y dénonce les incohérences,
Les doublons, la complexité de ces petites administrations qui coûtent chacune en moyenne 900 000 € par an, soit pour l'ensemble des sous-préfectures dans toute la France, 220 millions d'euros au total. L'essentiel de cette somme, c'est le salaire de ces fonctionnaires. Des emplois protégés. Résultat, en 6 ans, l'État n'a supprimé que 20% des effectifs dans ces petites filiales pourtant désertées. Aujourd'hui, le train de vie de l'État en région comme à Paris coûte 1100 milliards d'euros chaque année aux contribuables. Alors dans un contexte où l'on demande aux Français de faire des sacrifices, le gouvernement a décidé de prendre les choses à bras-le-corps en imposant à l'administration une diète sans précédent. Une annonce martelée haut et fort dernièrement. 50 milliards d'euros d'économies sur 3 ans, de 2015 à 2017. L'effort doit être partagé par tous. Pour réduire ses dépenses au plus vite, et dans tout le pays, le gouvernement s'est lancé dans un grand chantier. Simplifier la bonne vieille carte administrative de la France. Elle compte actuellement 22 régions, de la Bretagne au Languedoc-Roussillon en passant par la Bourgogne. Demain, tout cela va être bouleversé. Je propose de réduire de moitié le nombre de régions dans l'Hexagone. Diviser quasiment par 2 le nombre de régions. Et voilà donc à quoi ressemblera la future carte de France. Au lieu de 22 actuellement, seulement 13 super-régions. Et bientôt peut-être la fin des départements. L'État espère ainsi économiser jusqu'à 25 milliards d'euros par an. Une chasse au gaspillage qui est donc devenue une préoccupation de premier plan à tous les niveaux de l'État et dans toutes les administrations. Et vous allez voir jusqu'où certaines sont prêtes à aller pour réduire les coûts au maximum. Nous sommes à Orléans, sur les bords de la Loire, la région Centre, l'une des plus grandes de France. A priori, une région très paisible, et pourtant depuis quelques mois, une révolution est en train d'avoir lieu. Et c'est derrière ces murs qu'elle se déroule. Au Conseil régional, une énorme collectivité. Budget 1 milliard d'euros par an. Un budget qui risque de maigrir fortement. Car au 3e étage, il y en a qui ont décidé de faire une diète radicale à la collectivité. Une douzaine de personnes qui ne payent pas de mine et pourtant elles sont redoutables. 8 heures par jour, rivées à leurs ordinateurs, elles ont le nez dans les chiffres. Ce sont des cost killers, des chasseurs de coups, une première en France. Parmi eux, Élise, 26 ans, ancienne responsable des achats chez un géant du BTP. Ce qui l'intéresse en ce moment, ce sont toutes les dépenses inutiles qui sont faites par les fonctionnaires de la région. Aujourd'hui, par exemple, les fournitures de bureau, comme les gommes, les crayons ou le papier. Car vous allez voir, pour elle, c'est dans ces petits détails que se niche parfois de gros gaspillages. Donc ici, c'est le listing qu'on a pu établir des commandes de la région Centre passées en termes de fourniture de bureau ces dernières années. Donc on a tout par famille. Élise a rapidement mis le doigt sur le problème. Aujourd'hui, chaque service du conseil régional achète ses fournitures dans son coin, sans concertation. Et chacun a son type préféré de gomme ou de stylo. Résultat, des dizaines de modèles différents, commandés en toute petite quantité. Par exemple, avec les post-it. Les post-it, on les a là. Donc ici, on commence ici. Et ça se termine là. On a une page de post-it. Une page entière, rien que pour les post-it. Dans chaque bureau, on a les siens. Il y en a des jaunes, des verts, des grands, des plus petits. Et le problème, c'est qu'en achetant de toutes petites quantités de chacun de ces modèles, impossible de négocier des prix intéressants. Voilà pourquoi la cellule achat a pris une décision radicale, réduire le choix de ces post-it. Avant, on avait à peu près cette gamme-là, sachant qu'il manque les grands rectangles qu'on n'a pas ici en stock. Demain, on enlève ceux-là. Donc tout cela, les post-it néons. Ceux-là n'existeront plus en violet, mais uniquement en jaune, donc on ne les verra plus. D'un coup de baguette magique, voilà les survivants, 4 modèles seulement, à la place d'une page entière d'articles. La région achètera toujours autant de post-it, mais uniquement ces modèles, et Élise va négocier des prix à la baisse.
On espère faire au moins 20% de moins avec le nouveau marché. Si on était à 50 000, on va dire 40 000. 10 000 € de gagnés sur des gommes et des crayons. Des dépenses superflues qu'elle traque ainsi dans tous les domaines et dans le moindre détail. Mais ici, l'objectif d'Élise et de toute son équipe ne s'arrête pas aux petites économies. Pour tailler dans le gras, les cost killers de la région le savent, tout l'enjeu est de voir beaucoup plus grand, quitte à bouleverser les habitudes des fonctionnaires qui travaillent pour la région. Ok, la centrale c'est bien, mais nous, est-ce qu'on garde la main sur l'exécution du marché? Et la prochaine réunion qui s'annonce est justement cruciale. Le sujet est sensible, celui des budgets accordés aux lycées qui dépendent directement du conseil régional. Le lendemain, il est 9 h. Une vingtaine de personnes ont été convoquées et celle qui les reçoit n'est autre qu'Élise. Les finances, Donc je vais proposer à mes collègues de commencer à se présenter, je me présenterai en dernier. Face à elle, des fabricants de meubles qui équipent la centaine de lycées de la région en tables, chaises et bureaux. Et s'ils ont été conviés par Élise, c'est qu'il va y avoir du changement et il va falloir apprendre à s'adapter. C'est l'objet aujourd'hui de cette réunion. Le but de la réunion, en fait, c'est de vous présenter les règles qui vont changer dans notre futur marché. Et ils vont rapidement comprendre en quoi les règles ont changé. Jusqu'à présent, comme pour les post-it, chaque lycée achetait de son côté ses bureaux, ses chaises ou ses tableaux. Désormais, tous les établissements doivent s'équiper des mêmes modèles achetés en grande quantité et donc payer moins cher. Donc ce sera un marché qui sera à partir du 1er septembre 2014 pour d'une durée d'1 an, reconductible 3 fois. Pour ces vendeurs, fini les petits marchés passés avec chaque lycée. Dorénavant, c'est à celui qui fera la meilleure offre, car le conseil régional met un seul contrat de 2 millions d'euros sur la table. Forcément, nous, en tant qu'entreprise répondant au dossier, oui, on avait plus de chance quand il y avait des marchés un petit peu partout, plusieurs marchés dans l'année. Bon, là, il y a un gros marché qui va être minimum pour 1 an, en toute logique, pour 3 voire 4 ans. Si on ne l'a pas, c'est 3 ou 4 ans où on ne l'a pas. Une bagarre commerciale qui va permettre à Élise de diminuer les dépenses de 20%. Seulement voilà, reste maintenant le plus dur à réaliser. Faire avaler la pilule à ceux qui sont directement concernés. Car cette cure d'amaigrissement risque de créer des blocages auprès d'une catégorie incontournable de l'éducation nationale, les profs. Nous sommes à Chartres, au lycée Marceau, l'un des plus grands de la région. L'homme qui est chargé de faire passer la bonne parole auprès des profs, c'est Yann Massina, le proviseur. Direction le service de l'intendance, où il va demander une petite révolution culturelle aux 125 profs du lycée et dans leur vie quotidienne. Donc, exemple de ce sur quoi on peut effectivement faire un certain nombre d'économies à grande échelle, c'est les dispositifs de feutres. Car voilà ce que leur réclame le proviseur, employer des feutres plutôt que des craies. Elles sont là les craies, regardez, il y en a encore là. Des feutres rechargeables pour tous les profs, ça coûte moins cher et surtout c'est moins salissant que les craies. Pour monsieur le proviseur, reste maintenant à convaincre les 125 professeurs de l'établissement de changer leurs petites habitudes. Il y a certains profs de maths qui sont très attachés dans l'histoire à l'usage de la craie dans leur classe. Bon, ça va être un peu compliqué de les faire basculer, mais on les fera basculer petit à petit. Par définition, un enseignant est une personne très particulière qui a des habitudes très compliquées à changer dans un grand nombre de cas. Mais petit à petit, les choses se feront, ils viendront tous au feutre. Yann Massina va donc devoir négocier. Et pour agir en douceur, monsieur le proviseur a trouvé une petite astuce pour pousser les enseignants à changer leurs habitudes sans les brusquer. Une petite idée dont il est très fier. Mais, surprise, on peut aussi travailler. Mais la surface est beaucoup moins grande sur le tableau à feutre que sur le tableau à craie. Mais bon, l'objectif, c'est de ne plus mettre que des tableaux blancs. Des efforts qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui dans la réalité sont pour le moins conséquents. Des fournitures, au mobilier scolaire en passant par les factures d'électricité. En 2013, les cost killers d'Orléans ont déjà réussi à diminuer les dépenses de la région de 2 millions d'euros. Et aujourd'hui,
Comme dans cette région, de plus en plus de collectivités cherchent à faire un maximum d'économies. Il faut dire que les sommes versées par le contribuable aux administrations locales ne cessent d'augmenter. Des dépenses qui ont grimpé de 30% en 5 ans. Une flambée due principalement à ce qu'on appelle le millefeuille administratif. En France, 36 000 communes s'ajoutent aux 101 départements et aux 22 régions actuelles. Un record mondial. Un labyrinthe qui nécessite toujours plus d'impôts de notre part et qui, nous l'avons découvert, fait parfois l'objet d'un véritable scandale dans la façon de dépenser notre argent. Notre enquête nous mène dans le sud de la France, à Carcassonne, 50 000 habitants. Car depuis 12 ans, la cité s'est regroupée avec 73 communes alentours. Des petits villages comme Casillac, Trèbes ou encore Fontiès-d'Aude. L'ensemble donne Carcassonne-Aglo, ce qu'on appelle une intercommunalité. Objectif, faire baisser toutes les factures. Avant, chaque commune gérait de son côté ses lignes de bus, sa collecte de déchets ou sa gestion de l'eau. Aujourd'hui, tout est fait en commun et en négociant groupé, Carcassonne-Aglo cherche à obtenir de meilleurs tarifs. Exemple, pour l'eau du robinet. L'intercommunalité a obtenu une remise. Et dans un tiers des communes, la facture d'eau a baissé jusqu'à 70 € en moins par an et par famille. Et pourtant, en recevant leur feuille d'impôt, beaucoup de contribuables carcassonnais ont déchanté. Nous sommes à Trèbes, l'une des 73 communes concernées. Ici, un couple de contribuables a de quoi s'interroger sur l'utilité de cette fameuse collectivité. Tu me fais un petit café, moi aussi ? Nicole est caissière, Pascal ambulancier. Il gagne 2 900 € net par mois. Moi, je préfère un petit café, moi. Il en reste ? Oui, il en reste un petit peu. Un café pour monsieur, une tisane apaisante pour madame. Il faut dire que ce classeur bleu leur donne des sueurs froides. Année après année, ils y rangent leurs feuilles d'impôts locaux. Et le montant de leur taxe d'habitation ne cesse de s'alourdir. Alors, en 2010, notre taxe d'habitation s'élève à 720 €. Alors, si je prends l'année 2011, j'ai payé 798 € pour l'année 2012. J'ai payé un total de 899 €. En 3 ans, le montant de leur taxe d'habitation a explosé de 25%. Dans le même temps, leurs revenus, eux, n'ont pas bougé, alors forcément, la pilule a un peu de mal à passer. Que tout augmente et ça ne cesse d'augmenter. Alors on ne sait pas un jour comment on va finir, quoi. Ça devient, avec les petits revenus que nous avons, c'est pas évident. Et ce qui intrigue le plus le couple, c'est l'identité de ceux qui leur demandent de l'argent. Car ils sont plusieurs à se partager le montant de cette taxe. Il y a tout d'abord la commune où Nicole et Pascal résident. Elle se taille la part du lion et perçoit 522 € sur 899. Mais pour les Klein, la grande inconnue, c'est cette colonne, celle de l'intercommunalité, un nom qui ne leur dit pas grand-chose. Est-ce que vous savez ce que c'est l'intercommunalité ? Non. Chaque commune peut-être. Dans chaque commune. Vous avez une idée ? Non. Non. Non, honnêtement, non. La fameuse Carcassonne-Aglo, à qui les Klein ont pourtant envoyé l'an passé un chèque de 361 €. Et Pascal se demande toujours à quoi peut bien servir cet argent. Le problème, c'est qu'on n'est pas au courant de ce qu'ils font avec cet argent. Et évidemment, ils se gardent bien de nous mettre au courant. C'est vrai que si c'était un peu plus clair, ce serait quand même agréable pour le contribuable. Et pourtant, depuis leur création en 1992, ces intercommunalités fleurissent partout dans le pays. En vert foncé, les plus petites, en vert clair, celles de taille moyenne, et en orange, les plus grosses. Résultat, 2500 intercommunalités en plus dans le fameux millefeuille administratif français, déjà saturé. Alors comment Carcassonne-Aglo, censée rationaliser les dépenses, a-t-elle fini par coûter encore plus cher aux habitants ? Le premier problème, c'est que depuis sa création en 2002, Carcassonne-Aglo n'a cessé d'embaucher des fonctionnaires supplémentaires. À sa création, la collectivité compte 50 salariés. 8 ans plus tard, les agents sont déjà
3 fois plus nombreux. Aujourd'hui, Carcassonne Agglo compte 258 agents au service des 73 communes qui la composent. En principe, en transférant tous ces emplois à l'agglomération, les communes auraient dû logiquement réduire leurs effectifs. En réalité, c'est tout le contraire qui s'est passé. Sitôt les postes transférés à la communauté, chaque commune a réembauché. Une aberration dénoncée par la Cour des comptes dans ce rapport l'an dernier. Les magistrats pointent du doigt les intercommunalités, et notamment celle de Carcassonne. Cette montée en charge de la communauté d'agglomération ne s'est pas traduite par une diminution des effectifs communaux. En clair, au lieu des économies annoncées, l'intercommunalité a provoqué des dépenses supplémentaires. L'affaire s'étale dans la presse. Le CAS de Carcassonne enquête sur l'agglomération. À plusieurs reprises, Carcassonne Agglo a été épinglé pour sa mauvaise gestion. Mais alors pourquoi les communes ont-elles ainsi recruté? Pour le découvrir, nous sommes allés interroger Jean-Luc Roux. Il travaillait à la mairie de Carcassonne à l'époque où la Cour des comptes a enquêté. Bonjour. Entre 2002 et 2009, alors que certains services partaient à l'agglomération, la ville a embauché de nouveaux agents. 80, selon le rapport de la Cour des comptes que M. Roux découvre, un peu étonné. Pour autant, c'est noté en charge la communauté, je ne sais pas. Il passe alors un coup de fil au maire de l'époque qui va le lui confirmer. S'il va me répondre. Oui, Gérard, c'est Jean-Luc. Il me disait qu'entre 2002 et 2009, les effectifs avaient accru, donc c'était notre gestion de 80, c'est ça, vous m'avez dit, non? Voilà. C'est ça, ouais. Merci. Hein. Voilà. Le personnel qui a augmenté du temps de notre gestion, ce ne sont pas des compétences qui ont été transférées à la communauté d'agglomération. Selon Jean-Luc Roux, ces 80 recrutements n'avaient rien à voir avec l'agglomération. Il s'agissait d'agents pour la police municipale et la culture, des compétences propres à la mairie. Mais une question demeure concernant les services de l'eau ou des ordures. Pourquoi la commune n'a-t-elle pas baissé ses effectifs? L'explication est toute simple. Les agents de la ville sont invirables, protégés par leur statut de fonctionnaire. Résultat, les Carcassonnais se sont retrouvés avec 2 fois plus d'agents au bout du compte. Jean-Luc Roux finit par l'admettre. La communauté d'agglomération n'a pas fait faire la moindre économie. Quand vous créez un nouvel échelon administratif, malheureusement, vous créez une augmentation des dépenses. Donc ça va être très difficile de faire admettre à la population, et surtout aux maires, parce qu'ils sont très nombreux, que la commune ne doit plus exister, hein, parce qu'ils ont ce lien de proximité avec l'habitant. Mais quand même, quand on regarde le coût, il faut sans doute s'interroger. Je pense qu'il y a des échelons administratifs à supprimer. Les communes ont donc doublé les postes de fonctionnaires. Et ça ne s'arrête pas là. En plus des agents, le nombre d'élus a lui aussi explosé. Dans quelques instants sur D8, la suite de notre enquête sur le gaspillage de nos impôts. Vous verrez comment certaines collectivités locales rémunèrent parfois des élus en pagaille. Vous découvrirez aussi qu'au plus haut sommet de l'État, nos députés bénéficient de primes, souvent hors de tout contrôle. C'est de l'argent public, mais qui vous prouve ce qu'on en fait? Ah. Les Carcassonnais se sont donc retrouvés avec 2 fois plus d'agents au bout du compte. Jean-Luc Roux finit par l'admettre, la communauté d'agglomération n'a pas fait faire la moindre économie. Il faut sans doute s'interroger. Je pense qu'il y a des échelons administratifs à supprimer. Les communes ont donc doublé les postes de fonctionnaires, et ça ne s'arrête pas là. En plus des agents, le nombre d'élus a lui aussi explosé. Nous sommes en février dernier. Ce matin-là, aux portes de Carcassonne, c'est jour de conseil pour l'intercommunalité. Les élus au grand complet ont rendez-vous pour assister à cette assemblée qui vote le budget. Monsieur Marche doit vous donner compte rendu des décisions du bureau communautaire. Les 162 conseillers, désignés par les conseils municipaux, perçoivent une indemnité de 509 € mensuels, notamment pour assister à cette assemblée une fois par mois. À leur tête, ils ont élu tous ceux qui siègent à la tribune, notamment le président de Carcassonne Agglo, alors en place,
Alain Tarlier, qui touche 4 100 € par mois. Autour de lui, 15 vice-présidents qui perçoivent chacun 1 600 € mensuels. Et des avantages complémentaires. Nous sommes allés les interroger pour leur demander en quoi consistait leur mission. Et certaines fonctions peuvent laisser perplexes. Je suis délégué spécial à la piscine. En charge de la lecture publique. En charge de l'utilisation des moyens et membre du bureau. Dans l'organigramme très fourni de Carcassonne Agglo, on découvre le foisonnement de la vie locale. Même les sentiers de randonnée ou la mise en valeur du livre ont leurs conseillers attitrés. Certains domaines, comme la ruralité, nécessitent même 3 élus. Jean-Luc Roux, qui siège donc ici et à la mairie de Carcassonne, le reconnaît volontiers. Au vu de son organigramme, l'intercommunalité, c'est un peu l'armée mexicaine. Effectivement, c'est vrai qu'il y a des délégations qui pourraient être vraisemblablement regroupées. Comme par exemple, là, si vous en envoyez une autre. Ah ben par exemple, si on prend... donc vous m'avez cité monsieur... Jean-Luc Olivier, en charge de la mise en valeur du livre. Monsieur Jean-Luc Olivier, regardez Magali Arnaud, elle est en charge du maillage culturel des territoires et de la politique du livre. Donc effectivement, bon, on peut se dire à première vue, est-ce qu'il n'y a pas chevauchement, quoi, hein ? Une inflation d'élus qui finit par coûter très cher. Et Carcassonne est loin d'être un cas unique. L'an dernier, dans un rapport, Didier Migaud, le président de la Cour des comptes, a exhorté la plupart des intercommunalités à se serrer la ceinture. Car à force d'ajouter des étages au millefeuille, les impôts locaux des Français ont donc flambé de 30% en 5 ans. Dans cette période de vache maigre, beaucoup de Français s'interrogent sur l'utilité de toutes ces administrations. Mais encore faut-il connaître leur existence. Car le plus surprenant, c'est qu'il existe de petites administrations publiques totalement inconnues et pourtant parfois très dépensières. C'est ce rapport de l'Inspection générale des finances qui, en 2012, a levé le voile sur ce que l'on appelle les agences de l'État. Des organismes spécialisés chargés de missions d'intérêt général. Les plus connus s'appellent Pôle emploi ou Météo France. Mais il y en a beaucoup d'autres dont la mission laisse pour le moins songeur. Connaissez-vous par exemple le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, censé soutenir les entreprises du spectacle? Le groupement d'intérêt public pour le contrôle des pulvérisateurs, en charge de surveiller tous les vaporisateurs du pays. Ou encore, l'Agence pour la mise en valeur des espaces urbanisés de la zone dite des 50 pas géométriques de la Guadeloupe, chargée de gérer le rivage sur le littoral antillais. Des agences comme celle-ci, on en compte plus d'1 millier aujourd'hui. Elles emploient 500 000 fonctionnaires et coûtent pas moins de 50 milliards d'euros aux Français chaque année. Dans son rapport, l'Inspection générale des finances pointe leur efficacité douteuse et leurs effectifs pléthoriques. D'ailleurs, au cours de notre enquête, nous avons découvert l'une d'elles spécialisée dans les systèmes de santé. Sa dernière création a coûté plus de 500 millions d'euros aux Français. Et pourtant, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne fonctionne franchement pas à 100%. Bienvenue à Beauvais. Aujourd'hui, lorsque vous vous présentez dans cet hôpital, Bonjour. On vous conduit devant cette drôle de machine. Une borne censée révolutionner le système de santé, en créant pour chaque patient un DMP, un dossier médical personnel. Il lui faut bien sûr sa carte vitale et à partir de la carte vitale, il peut créer son DMP tout seul. Il va avoir toutes les explications sur la borne. Ça prend combien de temps? Une petite minute. Le dossier médical personnel, c'est la version high-tech de l'ancien carnet de santé. Fini la vieille version papier, aujourd'hui toutes les informations du patient sont informatisées. Et créer son DMP, c'est l'histoire de quelques clics. Il suffit d'insérer sa carte vitale et d'autoriser les médecins à lire les informations vous concernant. Ensuite, vous obtenez ce petit papier. Avec ce code secret, vous pouvez consulter votre dossier sur le web.
Désormais, chaque information inscrite dans votre dossier par un médecin, un dentiste, un hôpital ou un ophtalmologue sera consultable par tous ces professionnels sur Internet. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Simple, en tout cas en théorie, car vous n'avez probablement jamais entendu parler du DMP. Pourtant, il a été lancé il y a 10 ans, en 2004. Et aujourd'hui, le bilan n'est pas vraiment à la hauteur de cette grande révolution numérique. Un énorme gaspillage d'argent public, estimé par la Cour des comptes à 500 millions d'euros. Alors comment en est-on arrivé là ? C'est une agence de l'État qui est chargée de développer le DMP. Son nom, l'ASIP, Agence des systèmes d'information partagée de santé. Voici son siège à Paris. Sa direction a refusé de nous recevoir. Mais pour nous prouver que le système fonctionne, elle nous a envoyé en Picardie, l'une des 4 régions pilotes en pointe sur le DMP. Nous avons donc atterri à Beauvais avec le docteur Christine Boutet, responsable locale de cet épineux dossier. Bonjour. Elle va nous faire une démonstration dans la salle de régulation du SAMU avec son propre dossier médical personnel. Boutet, B-O-U-T-E-T, T-E-T. Christine. Sur l'ordinateur, en quelques clics, tous ces petits pépins de santé et toutes ces consultations apparaissent. Donc là, on a un décollement de rétine, l'image a été mise dans le DMP et donc on peut voir l'état du décollement de rétine, qu'on voit très bien là d'ailleurs, l'image est très claire. Voilà. Des informations très utiles pour les médecins, surtout lorsqu'ils doivent agir vite, comme ici au SAMU. A priori, cela fonctionne, mais lorsque nous demandons au médecin urgentiste lui-même de nous montrer son dossier... Je ne suis point dedans. Malade de naissance, vous allez me trouver. Qu'est-ce que ça dit là Que je n'existe pas dans le DMP. Ça peut être une bonne nouvelle. C'est que vraiment, je ne suis pas souvent malade. Un médecin pas franchement concerné lui-même. Mais alors pourquoi ce carnet de santé numérique remporte-t-il aussi peu de succès ? Selon Christine Boutet, la représentante locale du projet, les médecins eux-mêmes rechigneraient à s'y mettre. Nous, les médecins, on n'aime pas l'informatique. Je pense que vous avez confirmé. On a appris, nous, à avoir le contact physique avec le patient, etc. L'informatique est arrivée après, surtout notre génération. On n'est pas pro de l'informatique, c'est pas notre cœur de métier. Les médecins mauvais élèves ne seraient pas impliqués. En réalité, beaucoup d'entre eux ont une toute autre explication. Paris, dans le 14e arrondissement. On va aller le chercher. Le docteur Chambreau est généraliste et lorsqu'il accueille un patient... Monsieur, c'est à vous. Il aimerait beaucoup lui parler du DMP. Et pourtant, il ne le fait jamais. Bien, installez-vous. Alors, en fait, on ne peut pas proposer à monsieur le système du dossier médical personnalisé parce que les données ne sont pas compatibles avec notre logiciel. Comme tous les professionnels de santé, le docteur Chambreau utilise un logiciel pour gérer son cabinet. Et voilà ce qui se passe lorsqu'il se sert de notre carte vitale et de notre DMP, ouvert le matin même. Donc c'est votre carte, on va l'insérer à l'intérieur du lecteur de carte. On va faire la lecture tout de suite, voir si ça fonctionne. L'ordinateur reste bloqué. Problème d'accès à la base, veuillez réessayer. Vous voyez, c'est la mécanique extraordinaire et fumeuse de ces usines à gaz qui sont mises en place sans concertation avec les gens concernés et notamment les gens de terrain. Ça veut dire simplement que tant qu'ils n'ont pas fait des logiciels compatibles entre les logiciels médecins et ceux de la sécurité sociale, on ne peut pas avoir l'usage du DMP. Des logiciels pour les professionnels de santé, il en existe plus de 250 versions différentes sur le marché. Or, le DMP n'est pas compatible avec la plupart d'entre eux. De quoi agacer ce généraliste qui ne demande pas mieux que de s'y mettre. Les médecins seront prêts le jour où on viendra les voir pour leur dire « Monsieur ou docteur selon les préférences, nous souhaiterions que vous mettiez en place avec notre contribution le DMP et par conséquent, on va faire en sorte tous ensemble que ça fonctionne. » Jamais je n'ai vu des médecins ou des affiliés de l'ASIP pour nous dire voilà ce qu'on cherche à mettre en place le plus rapidement possible. Est-ce que vous êtes partenaire et d'accord pour qu'on essaye de faire une expérimentation en vue de sa généralisation ? Merci docteur. Au revoir. Aujourd'hui,
moins d'1% des 500 000 professionnels de santé que compte le pays peuvent se servir du DMP. Bon courage à vous. Au revoir. Alors, 10 ans après son lancement et un demi-milliard d'euros dépensés, pourquoi le DMP n'est-il toujours pas en place chez nos médecins? Nous avons posé la question à l'ASIP, l'agence de l'État en charge du dossier. Refusant toute demande d'interview, un responsable a simplement évoqué un processus long et difficile. Des dépenses incontrôlées dans les coulisses de l'État, mais que dire de l'utilisation de l'argent public au sommet du pouvoir? À Paris, derrière les grands discours de rigueur, nos élus montrent-ils l'exemple? Nous avons découvert qu'à l'Assemblée nationale, par exemple, derrière les ordres de la République, il existe un système très opaque de primes et de sommes conséquentes accordées aux fonctionnaires, mais aussi aux élus qui nous représentent. Un tabou que nous avons levé lors de la réalisation de cette enquête. Au départ, lorsqu'on s'est intéressé à ces rémunérations, personne n'a souhaité nous en parler. Seul René Dosière, député socialiste de l'Aisne, a accepté de lever le voile. L'Assemblée. Ah bah dis donc. Bon. Il a fait nous couper la tête. Mon prochain bouquin, dans 15 jours, c'est sur les élus locaux. Ah oui. Là, je propose le mandat unique. Ah, c'est bien ça. Ah, total. 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 Nous te suivons. J'en doute pas. Salut. Derrière son air un peu bonhomme, ne vous y trompez pas. René Dosière mène une bataille sans merci, celle de la transparence, concernant les rémunérations de ses collègues et des fonctionnaires du Parlement. Car le Palais Bourbon, c'est une énorme machine. De l'Assemblée nationale, tout le monde connaît le cérémonial. Le président qui fait son entrée en grande pompe dans l'hémicycle. Ses 577 députés, élus pour 5 ans pour voter les lois, sous les ordres du magnifique Palais Bourbon. La parole est à monsieur le ministre Michel Sapin. Ce que l'on connaît moins, en revanche, ce sont les fonctionnaires qui y travaillent. Comme ces huissiers chargés de maintenir l'ordre dans l'hémicycle ou de faire passer des petits mots. Il y a aussi le personnel d'accueil, ceux qui remontent les horloges, ou encore les jardiniers. 1233 fonctionnaires au total. Et vous allez voir que leur rémunération a de quoi laisser rêveur. C'est ce que René Dosière va nous montrer dans son bureau. Il suffit pour cela de consulter le budget de l'Assemblée nationale, une mine d'informations. Donc dans ce tableau, vous savez, voilà, vous avez le détail des dépenses de l'Assemblée, vous avez tout là-dessus. Et au point d'indice, tout y est. Encore faut-il savoir décrypter ce document où figure la rémunération de ces fameux fonctionnaires. Bon, alors, vous voyez, traitement de base, 53 millions. 53, ça bouge très peu. 53 millions d'euros. Voilà le total des salaires des 1233 fonctionnaires de l'Assemblée. Selon René Dosière, qui a étudié la question dans le détail, cela représente en moyenne pour chacun 3 600 € de salaire net par mois. Mais en réalité, la ligne qui nous intéresse est un peu plus bas. Indemnité de travaux supplémentaires et de législature. Là, on était à 49. 49 millions d'euros, quasiment le même montant. Il s'agit en réalité d'une prime qui double presque le salaire de ces fonctionnaires. Une prime de 3 340 €, faisant grimper leur rémunération à 6 940 € net en moyenne par mois. C'est plus de 3 fois le salaire moyen des Français, de quoi faire pâlir n'importe quel salarié du public ou du privé. Alors, indemnité de travaux supplémentaires et de législature, de quoi s'agit-il exactement ? Alors à l'Assemblée, il y a une prime liée à l'activité de l'Assemblée et qui font que qui sont d'autant plus élevées que l'Assemblée va siéger la nuit, le dimanche, le samedi. À l'Assemblée nationale, les horaires sont en effet très variables. Les débats s'éternisent parfois tard dans la nuit. Et c'est là que le système de rémunération de ces fonctionnaires sort de l'ordinaire. Pour des raisons de commodité et d'organisation des travaux, l'ensemble des personnels touche, je dirais, le montant de cette prime qui varie en fonction de leur rémunération de base. Donc là, les plus grosses rémunérations touchent les plus grosses primes, bien sûr, mais y compris le personnel qui n'est pas présent physiquement à l'Assemblée. Vous avez bien entendu, si les débats durent jusqu'à 3 h du matin, les fonctionnaires qui travaillent touchent la prime.
Mais plus étonnant, les autres, ceux qui ne travaillent pas, la touchent aussi. Face à la jungle des horaires, les services de l'Assemblée ont décidé de gérer au plus simple. Écoutez, moi j'ai vu ça, j'en ai parlé aux responsables, c'est vraiment ingérable entre les agents qui toucheraient la prime parce qu'ils sont là, qui doivent reprendre un travail le lendemain. Enfin, je veux dire, ça a paru en tout cas plus simple pour ça. Hein. Mais si à l'Assemblée, la rémunération des fonctionnaires suscite des questions, on peut aussi s'interroger sur celle des députés. Nous avons ainsi découvert qu'avec l'argent de nos impôts, l'institution alimentait des cagnottes échappant à tout contrôle. À 200 km de Paris, nous retrouvons René Dosière dans sa circonscription à Laon, près de Reims. Ça va? Dimanche s'est bien passé? Très bien. Et vous? Ouais. Comme tous ses collègues, le député perçoit chaque mois un salaire de 5 148 € net. Mais ce n'est pas tout. Il touche également 5 300 € au titre de l'IRFM, l'indemnité de représentation et de frais de mandat. Cet argent sert en principe à couvrir les frais des parlementaires, c'est-à-dire les dépenses liées à leurs fonctions. Pour louer la permanence à ce secteur, pour payer les factures, la poste, la boîte postale, abonnement aux journaux officiels, les fournitures de bureau. Alors la permanence, je la loue, Annick connaît ça par cœur, c'est environ 750 € de location par mois. Une permanence louée grâce à l'IRFM. Mais rien n'a justifié à l'Assemblée. René Dosière peut faire ce qu'il veut de cet argent. C'est légal, il n'y a aucun contrôle. Alors comment être sûr que les députés le dépensent correctement? Nous l'avons découvert, certains élus n'hésitent pas à utiliser cette indemnité pour s'enrichir personnellement. Une pratique qui peut surprendre, mais qui, vous allez le voir, n'a pourtant, et c'est la surprise, rien d'illégal, car voilà comment cela fonctionne. Nice, sur la Côte d'Azur. En plein centre-ville, nous nous dirigeons vers ce magasin de meubles. Il y a encore 2 ans, ce local était la permanence d'une députée. L'UMP Muriel Marland-Militello. Sur cette photo, l'élu, en blanc, pose dans la rue avec toute son équipe. Son mandat a pris fin il y a 2 ans. Aujourd'hui, le local est devenu un commerce. Pourtant, il y a une chose qui n'a pas changé. Le nom de la propriétaire des murs. Bonjour. Bonjour monsieur. Une propriétaire qui loue à ce commerçant, nous l'avons interrogé en caméra cachée. Je me souviens que c'était un bureau politique, oui c'est ça. D'accord. Ah l'UMP. D'une députée. Comment? D'accord, c'est bien ce que je me disais. En fait, elle a pris sa retraite. Ouais. Les murs sont à elle et elle nous les a loués. En fait, vous louez vos locaux voilà, à Muriel Marland, d'accord. Ouais. Ici, par exemple, ça fait combien de mètres carrés? Ici, à peu près 80. 80? Et vous payez combien le loyer ici? C'est cher? 1100 €. 1100 € par mois. 1100, voilà. Muriel Marland-Militello possède donc toujours ce local. 80 mètres carrés qu'elle loue 1100 € par mois. Et voici comment elle a financé cet achat qui fait désormais partie de son patrimoine. L'ancienne députée vit aujourd'hui dans cette jolie résidence à quelques rues de là. Elle a accepté de nous recevoir et nous présente fièrement les plus beaux souvenirs de son mandat. Voilà, un exemple avec Jacques Chirac. Vous voyez? À Paris. Et lorsqu'on aborde la question de son ancienne permanence... Tout ça, c'est dans ma permanence, hein? Elle ne fait aucun mystère de cette opération immobilière. Elle a acheté ce local avec la fameuse IRFM. Je l'ai acheté avec mes frais de représentation, donc ça m'a permis de payer ça, mais c'est un tout de travail. Je ne peux pas faire autrement que d'avoir un bureau quand même dans la circonscription. Mais les députés en général louent leur permanence puisqu'ils ont une enveloppe qui est faite. Oui, moi, non, certains l'achètent. Ça dépend. Certains l'achètent. Moi, je voulais l'acheter. Muriel Marland-Militello a donc souscrit un emprunt qu'elle a remboursé grâce à l'IRFM pendant les 10 années de son mandat. D'ailleurs, pour elle, rien de plus normal. Ces 5 770 € par mois seraient un complément de salaire. Vous voyez, j'en ai pas.
Elle fait partie du salaire. Cet argent-là, j'aurais pu acheter autre chose. Vous savez, on pourrait très bien, avec cet argent, acheter un appartement. Non, c'est de l'argent public. C'est de l'argent public, mais qui vous prouve ce qu'on en fait? En clair, Muriel Marland-Militello considère qu'elle fait ce qu'elle veut de son indemnité, même s'il s'agit d'argent public. Et le plus étonnant, c'est que selon les règles édictées par l'Assemblée nationale, rien ne l'oblige à rendre des comptes. Sur le site de l'Assemblée, voilà le texte on ne peut plus court qui encadre cette indemnité. Pour faire face aux diverses dépenses liées à l'exercice de leur mandat, qui ne sont pas directement prises en charge ou remboursées par l'Assemblée, les députés bénéficient d'une indemnité représentative de frais de mandat. Le montant mensuel de cette indemnité est de 5 770 € bruts. Une indemnité pour laquelle il n'y a aucune justification exigée et aucun contrôle sur les dépenses. Ainsi, en toute légalité, un député peut utiliser l'argent du contribuable pour s'acheter une permanence et finalement conserver le bien une fois son mandat terminé. Les députés eux-mêmes semblent prendre conscience du problème. Dernièrement, plusieurs d'entre eux ont lancé une pétition réclamant plus de transparence dans l'utilisation de l'argent des citoyens. Il faut dire que l'opacité qui règne à l'Assemblée nationale dissimule parfois des pratiques totalement insoupçonnées sur la façon dont nos impôts sont utilisés par les parlementaires. Et lors de notre enquête, nous avons découvert que notre argent pourrait faire l'objet de détournements. Nous voici à Avignon. Ce soir-là, tous les élus de l'agglomération sont réunis pour le dernier conseil communautaire de l'année. La séance est sur le point de commencer. Tout le monde attend l'arrivée de la figure locale, Marie-Josée Roig, maire UMP de la ville et présidente de cette assemblée. Mais voilà, son vice-président prend soudain la parole, un peu embarrassé. Avant de faire l'approbation de l'ordre du jour que vous avez reçu dans les délais réglementaires, je vous demande de bien vouloir excuser Madame Marie-Josée Roig, notre présidente, qui est fatiguée, qui ne siégera pas ce soir parmi nous. Voilà. Madame la présidente serait fatiguée. En réalité, cela fait plus de 3 semaines que Marie-Josée Roig annule toutes ses apparitions publiques. Pourtant, c'est un personnage incontournable de la vie politique locale. Maire d'Avignon, ancienne ministre, ex-députée, elle est depuis peu au cœur d'un scandale. Dans la paisible cité des Papes, l'affaire a éclaté en septembre dernier, révélée par cette journaliste. Noël Réal a décidé d'enquêter après avoir surpris une scène étrange lors d'un conseil municipal. Une conversation agitée entre Marie-Josée Roig et un élu de l'opposition à propos du rôle de son fils à ses côtés. Il y a un lien entre votre fils et vous à l'Assemblée nationale. Il n'a pas prononcé le mot Assemblée nationale, mais il a dit une petite phrase qui m'a interpellée. Le fils de Marie-Josée Roig, Jean-Christophe Roig, 47 ans, aurait travaillé aux côtés de sa mère comme assistant parlementaire. La journaliste, qui connaît bien la vie politique locale, n'en revient pas. Nous, en tant que journalistes, nous pratiquons et nous avons pratiqué la députée maire Marie-Josée Roig de nombreuses années et que nous n'avons jamais eu affaire à son fils. Nous n'avons même jamais entendu parler de son fils comme étant son assistant parlementaire. Alors s'agirait-il d'un emploi fantôme? Noël Réal décide de creuser cette piste. À l'Assemblée nationale, silence total. Alors pour en avoir le cœur net, la journaliste contacte une source qui sait presque tout sur presque tout le monde dans la région. Une source qui travaille à Pôle emploi. Jean-Christophe Roig a bien été collaborateur d'un député du 1er novembre 2007 au 31 août 2012, soit une période de 1766 jours. De 2007 à 2012, pendant 5 ans, Jean-Christophe Roig a bien travaillé pour sa mère. 5 années pendant lesquelles, chaque mois, il a touché un salaire confortable. Pour un salaire brut de 5 208,99 €. A priori, rien d'irrégulier, car l'Assemblée nationale prévoit pour chaque député un crédit collaborateur qui s'élève à 9 504 € net par mois pour rémunérer leurs assistants qui s'occupent de tout en coulisses. Ainsi, le fils de Marie-Josée Roig percevait 5 208 € par mois au titre de collaborateur. Rien d'illégal donc, à condition que le fils de la députée occupe vraiment ce poste. Or, si l'on en croit Pôle emploi, il a beaucoup travaillé, au point de ne jamais prendre de vacances.
Il a touché une indemnité de congé payé de 7 660,38 €. Comme il n'a pas pris de congé pendant les 5 ans où il était assistant parlementaire, à la fin de son contrat, Pôle emploi lui reverse une indemnité de fin de contrat. Alors, durant 5 ans, Jean-Christophe Roig a forcément laissé un souvenir de son activité aux côtés de sa mère. C'est ce que nous avons voulu vérifier. Devant la mairie d'Avignon, nous retrouvons un homme que ses révélations ont fait bondir. Il s'appelle Frédéric Rogier. C'était l'un des plus proches collaborateurs de Marie-Josée Roig au conseil municipal. Je connais Marie-Josée Roig personnellement et physiquement depuis les élections municipales en 2008. Tous les jours pendant 5 ans, Frédéric Rogier a travaillé avec Madame la députée maire. Ouais, donc ça c'est toute son équipe et ses adjoints. Voilà. Moi je suis ici. Et il est formel. Mais en tant qu'adjoint et membre de son équipe municipale, je n'ai jamais eu connaissance de son fils en tant qu'attaché parlementaire. Vous l'avez jamais vu, ni à la mairie, ni à l'Assemblée nationale? Non, je ne l'ai jamais rencontré. Vous êtes monté à Paris pour aller à l'Assemblée? Je crois que je suis allé 2 fois à Paris avec elle et elle n'était pas accompagnée par son fils à cette occasion. Et ça m'ennuierait qu'il y ait cette sorte de gaspillage, même si ce n'est, j'allais dire, qu'un petit ruisseau, mais les petits ruisseaux font les grandes rivières du gaspillage. Jean-Christophe Roig était-il un attaché parlementaire fantôme? Nous avons cherché à le contacter à sa dernière adresse connue pour obtenir sa version de l'histoire, sans succès. Du coup, on nous a indiqué ce bar où le fils de l'ex-député aurait ses habitudes, près de la Cité des Papes. Tout de suite sur D8, l'enquête continue. Et vous découvrirez le combat d'un contribuable pour lever le voile sur la part la plus opaque parmi les avantages accordés aux députés. Moi, je vois des fois des reportages sur des pays scandinaves où il y a clairement même une personne qui accueille en disant voilà, vous voulez quelle valeur, quel chiffre, entrez, on va tout vous sortir. En France, non, il faut le tribunal. Puis nous pénétrerons dans l'une des institutions les plus méconnues, les plus décriées aussi de la République, quant à l'utilisation de l'argent de nos impôts. Jean-Christophe Roig était-il un attaché parlementaire fantôme? Nous avons cherché à le contacter à sa dernière adresse connue pour obtenir sa version de l'histoire, sans succès. Du coup, on nous a indiqué ce bar où le fils de l'ex-député aurait ses habitudes, près de la Cité des Papes. Nous nous y rendons en caméra cachée. À l'intérieur, une dizaine de joueurs de cartes, pas très accueillants. Bonjour. Je peux vous poser une petite question? Pourquoi petit, quoi? Je cherche en fait Jean-Christophe Roig et on m'a dit que vous pouvez le trouver ici. Oh, peut-être, ça fait un moment qu'il est dans la situation. Ça fait un bail qu'il vient plus. On m'a dit qu'il était en Espagne. Il vient plus ici? Non, il est au Galapagos. Je sais pas. Comme sa mère, Jean-Christophe Roig semble avoir disparu depuis un bon mois. Et manifestement, nos questions agacent. Journaliste? Oui, c'est ça. D8. Et en fait, on fait une enquête sur l'argent public. Et comme c'est de l'argent public du contribuable, on se demandait si... Ça va dire, on ne pourra pas vous parler. Parce que c'était un ami à nous. C'est un ami à nous. C'est un gentil garçon. Mademoiselle, vous êtes gentil. Vous nous énervez. Ça va nous énerver, on va vous dehors. Ça va nous énerver, hein. Non, vous nous énervez. Jean-Christophe Roig reste introuvable. Et sa mère, que nous avons cherché à joindre à plusieurs reprises, n'a pas souhaité nous répondre. Quelques jours plus tard pourtant, elle fera une apparition surprise lors d'un conseil municipal pour annoncer son retrait de la vie politique. Avant de partir, Marie-Josée Roig va livrer une confession surprenante à la journaliste qui a révélé l'affaire. Oui, j'ai aidé mon fils, c'est vrai, il faut se faire une raison. Quand on est une mère, on aime ses enfants. Aider son enfant ne me paraît pas insensé, je ne suis pas mortifiée, je n'ai pas honte. Mon fils était sans travail, je l'ai aidé comme je l'aurais fait pour d'autres. Avec tous les mandats que j'ai eus, j'aurais pu le caser ailleurs. Marie-Josée Roig réfute le terme d'emploi fictif. Selon elle, son fils était chargé d'une mission de conseil à ses côtés. Selon nos calculs, Jean-Christophe Roig aurait touché près de 300 000 € pour ce poste d'assistant parlementaire, qui lui donne droit à une indemnité chômage plus de 2 000 € net par mois. Aujourd'hui, l'affaire est entre les mains de la justice. Ce contribuable d'Avignon a porté plainte pour détournement de fonds publics.
Mais alors, les citoyens français que nous sommes ont-ils les moyens de changer les choses? Quel pouvoir avons-nous pour empêcher les dérives? Vous allez voir que récemment, un simple contribuable a décidé de mener une bataille pour lever le voile sur un sujet ultra sensible, un sujet opaque, qui concerne un avantage que touchent tous les députés. A priori, pourtant, cela paraît très anodin. Comme tous les députés de l'Assemblée, René Dosière bénéficie de cet avantage, une cagnotte qui porte un nom un peu vague et un peu technique. Vous prenez le dossier de la réserve parlementaire là, de Vincent, et puis vous me l'amenez. La réserve parlementaire, une subvention de plus de 100 000 € attribuée chaque année par l'État à chaque député de l'Assemblée nationale. Le principe est simple. Cet argent est destiné à financer des projets locaux, comme des mairies ou des associations qui ont besoin d'argent. Ici, c'est une église qui menace de s'effondrer et qu'il faut rénover de toute urgence. Là, ça va me coûter 64 000 €. Et bah, moi, je peux lui donner, dans ce cas-là, de l'ordre de 10 000 à 10 000 €. Quoi. La réserve, une cagnotte qui peut donc se révéler très utile, mais dont le député est le seul maître et qu'il distribue à sa guise, sans aucun contrôle. Le principe même de la réserve parlementaire, c'est que c'est arbitraire. Une caisse confidentielle, créée en 1973 sous la présidence de Georges Pompidou, pour subventionner la vie locale. Seulement, faute de contrôle, certains députés pourraient être tentés d'en faire bénéficier des amis ou des proches, de quoi alimenter les soupçons de clientélisme. Une réserve parlementaire si secrète que personne ne savait à qui profitaient ces millions d'euros, du moins jusqu'à l'an dernier. Jusqu'à ce qu'un contribuable oblige l'État à rendre des comptes. Il habite Quittimont, un hameau bien tranquille dans le Lot-et-Garonne. Dans sa maison, nous retrouvons ce particulier très agacé que ses impôts soient distribués à l'insu des citoyens. Oui, 53 000, c'était le total. Je ne suis pas sur le... Ça y est. Hervé Le Breton, 43 ans, a la mémoire des chiffres et pour cause, il est professeur de mathématiques. Il y a 2 ans, intrigué par cette réserve parlementaire, il crée une association. Hervé va remuer ciel et terre pour obtenir la liste des sommes versées par les 577 députés et les noms des bénéficiaires. Ça va être tout le travail de cette année. On a déposé à l'Assemblée nationale un courrier pour chaque parlementaire, enfin chaque député. Et au final, après donc 577 courriers de notre part, voilà ce qu'on a obtenu. C'est-à-dire combien tu les as comptés? Ça va être vite fait. Je crois qu'il y a 23 réponses. Comme personne ou presque ne lui répondait, Hervé a multiplié les démarches auprès du défenseur des droits censé représenter les citoyens et même du ministre de l'Intérieur, sans succès. Moi, je vois des fois des reportages sur des pays scandinaves où il y a clairement même une personne qui accueille en disant voilà, vous voulez quelle valeur, quel chiffre, entrez, on va tout vous sortir. En France, non, il faut le tribunal. Hervé a fini par saisir le tribunal administratif pour obtenir ces fameux chiffres. Que les gens puissent adhérer à l'association. Et l'an dernier, après 2 ans de combat, victoire. Et on a réussi à avoir en fait le fameux document de 1038 pages. Toutes les sommes versées depuis 2011 par les députés et dont on ignorait tout. 150 millions d'euros d'argent public confiés aux députés chaque année. Et voilà ce qu'on découvre. Jean-François Copé, député UMP de Meaux, qui subventionne un syndicat étudiant de droite, l'UNI, pour 60 000 €. Un député PS, Pascal Cherki, qui donne un coup de pouce à un syndicat étudiant de gauche, l'UNEF, 70 000 €. Des députés maires aussi qui avantagent leur commune. L'UMP Jean Leonetti, par exemple, a donné toute sa cagnotte, 140 000 € à sa ville, Antibes. Et il y a des subventions en tout genre. Les top, c'est certainement M. Dassault, qui a subventionné, fait subventionner à hauteur de 10 000 € une belle tondeuse autoportée pour Saint-Germain-les-Corbeilles. Donc j'imagine qu'ils ont une tondeuse à 53 500 €. Ça doit être une tondeuse, je sais pas, je vais pas faire un bien jeu de mots quand même, M. Dassault, mais... Oui, fais-le. Une tondeuse supersonique, j'imagine. Plus étonnant encore, certains députés versent des subventions très loin de leur circonscription. Le meilleur exemple est à moins de 100 km de chez Hervé Le Breton. Dans ce charmant petit village de l'Ariège.
Carla Bale, fort sympathique. Carla Bale, avec sa vue imprenable sur la chaîne des Pyrénées. Ces derniers mois, la commune a très largement profité de la fameuse réserve parlementaire. Hervé a fait les comptes. Donc on arrive à la salle des fêtes, presque 30 000 €. Là on se trouve devant la maison Coulommiers, visiblement, pour la réfection des façades. Acquisition d'une sculpture dans le cadre de l'aménagement de l'entrée sud du village, 20 000 €. Il y a l'écrin aussi, bien sûr, tout l'aménagement qui est autour, visiblement, qui a coûté 20 000 €. 90 000 € de subvention au total. Et surprise, cet argent ne vient pas d'un parlementaire de la région, mais d'un député élu, il y a quelques mois encore, à l'autre bout de la France, en Normandie. De monsieur Fabius. Le socialiste Laurent Fabius. Aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, il était député en 2012. Mais sa circonscription se trouvait à plus de 800 km des Pyrénées, en Seine-Maritime, près de Rouen. Alors pourquoi cette générosité pour le village de Carla Bale? Les habitants ont peut-être une explication. La résidence secondaire de cette grande figure de la politique, une maison située en plein cœur du village. Et donc en fait, ça traverse la... Voilà, ça traverse, ça donne sur la ruelle et puis il y a l'autre maison. Ah, puis là, il est bien placé en plus. Là. Laurent Fabius l'a achetée en 2003. La maison est aujourd'hui à vendre. Avec ses 300 mètres carrés de terrasse, elle est estimée à 680 000 €. Alors, l'ex-député a-t-il voulu embellir ce village où il passait quelques week-ends? Pour comprendre, nous avons tenté à plusieurs reprises de joindre le cabinet de Laurent Fabius. Je vais vous demander, excusez-moi, de vous nous renvoyer encore un mail, parce que là, je ne peux pas faire plus. Nous avons envoyé notre demande par mail, sans aucun retour. Alors, nous avons cherché à joindre le maire de la commune, Jean-Luc Courret, socialiste lui aussi. Comment a-t-il réussi à obtenir toutes ces subventions? L'élu nous a laissé ce message. Oui, bonjour, c'est Jean-Luc Courret, le maire de Carla Bale. Bon, je vous rappelle, je fais d'abord la réponse, c'est de la part du cabinet Fabius. Alors c'est clair, c'est net, c'est niet. Plus aucune interview sur cette histoire. Voilà. Merci Carla d'avoir passé à nous et puis à bientôt. Au revoir. Pourquoi la commune de Carla Bale a-t-elle obtenu ces subventions? Malgré nos interrogations auprès de monsieur le maire, nous n'en saurons pas plus. Moi, je m'étais pas trompé. Hein. En attendant, le combat d'Hervé Le Breton commence à porter ses fruits. Même s'il milite toujours pour une suppression pure et simple de cette réserve parlementaire, les contribuables peuvent au moins savoir désormais de combien disposent leurs députés et qui en profite. En effet, pour la première fois, en janvier dernier, l'Assemblée nationale a dévoilé au grand public, consultable sur son site internet, la répartition de cette cagnotte, 90 millions d'euros en 2013. On y apprend que chaque député dispose d'une enveloppe de 130 000 € en moyenne. À quelques exceptions, le président de l'Assemblée par exemple, bénéficie de 520 000 € à distribuer comme il le souhaite. Si l'Assemblée nationale, connue de tous les Français, fait l'objet d'une attention de plus en plus forte sur l'utilisation de nos impôts, la République compte bien d'autres institutions beaucoup moins visibles. Méconnues des citoyens, elles sont loin d'avoir engagé le débat sur la maîtrise de leurs dépenses. Et pourtant, l'une d'entre elles, vous allez le voir, se trouve au cœur de Paris. À 2 pas de la Tour Eiffel, cet imposant bâtiment abrite l'une de nos institutions. Pourtant, des milliers de Parisiens passent devant chaque jour, sans même y prêter attention. Est-ce que vous connaissez le bâtiment qui se trouve là-bas? Là-bas? Ouais. Non. C'est un conseil de je ne sais plus quoi. Et il sert à? Le Conseil économique, social et environnemental, c'est une assemblée consultative. Peu connue des Français, son budget s'élève à 40 millions d'euros. Alors à quoi est utilisé cet argent? Pour le comprendre, nous avons suivi l'un des 233 conseillers. Comme ses collègues, Antoine Dulin, 30 ans, représente ce qu'on appelle la société civile. Salut. Responsable des Scouts de France, il a été désigné par son association pour siéger au Conseil pendant 5 ans. Un militant associatif parmi beaucoup d'autres représentants de toute la société. Ainsi au Conseil,
On trouve des petits patrons. Là, c'est le groupe des entreprises qui a son bureau. Mais aussi des syndicalistes. Il y a un groupe qui est très important, c'est le groupe de la CGT, le groupe de l'Outre-mer, le groupe des associations familiales, le groupe de l'agriculture, donc aussi un groupe important au CESE. 233 experts spécialistes dans leur domaine, désignés par leur corporation ou l'État pour donner leur avis au gouvernement sur de grandes questions de société. Pour cela, comme Antoine, ils sont payés 3 000 € net par mois. De l'argent public, mais pourquoi faire au juste? Ce matin-là, avec ses collègues, Antoine Dulin entre en réunion pour trouver des solutions au réchauffement climatique. Vous avez donc compris combien ce sujet a à la fois bien sûr des composantes économiques et aussi des effets environnementaux. Autour de la table, des gens bien connus des Français, comme Alain Bougrain-Dubourg, le militant écologiste, ou la navigatrice Catherine Chabot, au premier plan. Le Conseil compte ainsi pas mal de personnalités, désignées également par le gouvernement, comme Laura Flessel, la championne d'escrime, ou la navigatrice Maude Fontenoy. C'est des gens qui ont tous des parcours différents, qui sont tous aujourd'hui dans des métiers différents. Alain est journaliste, il y en a qui travaillent dans le monde de la chimie, il y en a qui travaillent dans le monde de l'industrie. Tous ces acteurs ont un lieu aujourd'hui pour pouvoir discuter et pouvoir partager des intérêts, des débats et faire avancer des questions de société. À l'origine du Conseil économique et social, fondé en 1946, une bonne idée, donner la parole aux citoyens. Avec les trois axes, l'économique, le social. Mais très tôt, la troisième chambre de la République va faire controverse. Pour le général de Gaulle, c'est une assemblée de trop. Alors en 1969, il tente de la faire fusionner avec le Sénat. Mais il perd le référendum et le Conseil perdure. Si cette institution ne fait pas l'unanimité, c'est parce qu'à l'heure de la réduction des dépenses, certains s'interrogent sur son utilité. Il suffit d'observer l'assiduité de ses membres. En effet, Antoine Dulin est un conseiller très présent, mais ce n'est pas forcément le cas de certains de ses collègues. Ce matin, 31 conseillers sont convoqués à cette réunion, mais voilà, une bonne dizaine ont fait l'école buissonnière. 7 d'entre eux ont quand même pris la peine de se faire excuser. Je commence bien entendu par vous signaler les personnes qui sont excusées aujourd'hui. Donc Madame Pauvet, Madame Josy, Madame Monsieur Brindot, Monsieur Bell, Monsieur Conlé, Monsieur Rousseau. En moyenne, 30% des membres sont absents. Mais les excuses sont devenues une habitude, car pour les conseillers, c'est la condition pour toucher leurs 3 000 €. Comme les gens ont un travail, tu peux avoir des impératifs professionnels et donc ils doivent justifier. Et s'ils ne justifient pas, il y a une partie de leur indemnité qui est supprimée. Ça permet aussi d'être vraiment impliqué dans les travaux du CESE, quoi, et d'éviter les passagers clandestins qui viendraient juste pointer, etc. Les passagers clandestins, des conseillers pointés du doigt par les plus motivés, car ils viendraient ici un peu en touriste. Depuis sa création, le Conseil attribue des postes à toutes sortes de personnalités, des politiques, des entrepreneurs, des syndicalistes ou des intellectuels. Ainsi, dans l'organigramme du Conseil, on trouve par exemple Raymond Soubi, ex-conseiller social de l'Élysée, ou encore Laurence Parisot, ancienne présidente du MEDEF. Leur mission est donc de débattre, mais est-ce vraiment utile? Ce jour-là, la navigatrice Catherine Chabot, qui a travaillé des mois durant sur les océans, est un peu dépitée. Son dernier rapport n'a jamais abouti sur la moindre mesure concrète. J'ai été rapporteur d'un avis sur les océans. Et le suivi justement J'aimerais bien que... Moi, je ne peux pas me contenter de produire un avis. Il faut derrière qu'ils vivent et qu'on puisse faire passer les messages qu'on a dedans. Là, vous pensez que ça n'a pas suffisamment été fait? On est un peu seul pour la promotion de nos avis. Des rapports qui serviraient à caler les armoires, comme on dit au Conseil. Et vous allez voir que lors des grandes assemblées réunies pour voter ces publications, la motivation des conseillers n'est pas toujours liée au fond du dossier, loin de là. Le lendemain matin, les conseillers sont convoqués au complet dans l'hémicycle pour voter l'un de ces rapports concoctés depuis des mois.
Sans plus tarder, je vais maintenant entrer dans l'ordre du jour. Ces grandes assemblées ont lieu 2 fois par mois. Les conseillers doivent y assister, sinon ils risquent des pénalités sur leur indemnité de 3 000 €. Ce matin-là pourtant, beaucoup sont absents. Sur les 233 conseillers, seuls 176 ont fait le déplacement. Pour le prouver, ils apposent d'ailleurs leur signature à l'entrée de l'hémicycle. Cher Jean-Paul Delevoye, messieurs les éco-rapporteurs. À l'ordre du jour, justement, un rapport d'Antoine Dulin et de son collègue Alain Bougrain-Dubourg sur l'éducation à l'environnement. Combien sommes-nous dans cette assemblée, par exemple, à être capables d'identifier 10 arbres, 10 plantes ou 10 oiseaux? 2 heures d'exposé devant des conseillers attentifs, même si certains marquent une pause entre lecture de journaux et jeux sur tablette. Alors que d'autres quittent carrément l'hémicycle. Cher Édouard Leroy, représentant le ministre de l'Éducation nationale, mesdames, messieurs, chers amis. 16 heures, le travail d'Antoine Dulin et Alain Bougrain-Dubourg est voté par les conseillers. Mais surprise, un étrange balai se met en place. Des conseillers votent à la place de leurs collègues qui, avant de s'éclipser, leur ont laissé leur carte. Excusez-moi, vous votez 2 fois? Non, c'est quand il y a la carte, c'est la carte d'un conseiller qui a dû partir. Et donc, il laisse sa carte et c'est le vote électronique. Donc c'est quelqu'un qui vote pour les autres en fait? C'est le conseiller, comme c'est à l'Assemblée nationale, son collègue vote pour lui quand il est parti. Ce jour-là, sur les 233 conseillers convoqués, seule la moitié était vraiment présent dans l'hémicycle au moment de voter. Au Conseil économique et social, une partie des membres viendrait donc signer et repartirait. Un passage éclair qui suffit pour toucher son indemnité. Mais ces 233 conseillers sont-ils utiles ou pas? L'an dernier, une vingtaine de rapports ont été publiés. Alors qu'en pense ce représentant des coopératives agricoles, par exemple, qui siège ici depuis 2007? Et vous, alors en 7 ans, vous avez écrit combien de rapports? Alors moi j'ai fait un rapport sur les aspects de la viticulture, puisque je suis professionnellement un vigneron. Un seul rapport publié en 7 ans, un avis purement consultatif. Les ministres ne sont même pas obligés de le lire, aux grandes dames de ce conseiller. Petit à petit, à force de semer, la graine finit par germer. Mais je reconnais que c'est relativement long tout ça. En attendant, le Conseil économique et social coûte chaque année 40 millions d'euros aux contribuables. Et alors que les Français sont de plus en plus attentifs à la manière dont sont dépensés leurs impôts, au niveau national ou local, nos élus dépensent parfois l'argent public dans des initiatives qui posent question. Il arrive par exemple que l'on finance des projets qui pourraient apparaître comme des doublons. Un exemple tout à fait récent a d'ailleurs fait beaucoup de bruit sur les bords de la Méditerranée. Pour le découvrir, nous nous sommes rendus à Marseille, réputée pour son vieux port. Mais depuis peu, la ville est aussi célèbre pour ses musées. Car en 2013, Marseille est devenue capitale européenne de la culture. Un événement qui a donné lieu en coulisses à une compétition entre 2 administrations à coups de millions d'euros. D'un côté, l'État, qui en juin 2013 inaugure ce bâtiment spectaculaire face à la mer. C'est le MUCEM, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Déjà, beaucoup de fans viennent de très loin pour le découvrir. Pas de Normandie. Exprès pour le musée quand même, faut le dire. C'est une très très belle réalisation. Un petit bijou d'architecture qui a coûté 184 millions d'euros aux contribuables français. Mais voilà, surprise, à 30 mètres à peine, voici un autre bâtiment flambant neuf. La Villa Méditerranée, dédiée elle aussi à la Grande Bleue. Coût 70 millions d'euros, financé cette fois-ci par la région PACA, aux frais des contribuables provençaux. 2 bâtiments consacrés à la Méditerranée, quasiment collés l'un à l'autre. Alors s'agit-il d'un gaspillage d'argent public? D'un doublon qui a gâché des millions d'euros d'impôts? À l'origine, l'histoire d'une rivalité droite-gauche sur fond de grands travaux.
L'affaire remonte à 2000. Cette année-là, Marseille est choisie pour devenir capitale européenne de la culture en 2013. En 2002, Jacques Chirac choisit un projet architectural pour le futur MUSEM. Mais l'idée va rester dans les cartons, faute d'argent. Alors, en 2003, la région PACA, tenue par le socialiste Michel Vauzel, initie son propre chantier. Seulement en 2008, Nicolas Sarkozy relance le projet concurrent du MUSEM. Gauche et droite se retrouvent alors face à face, avec chacun ses grands travaux sur le Vieux-Port. Mais peut-être y a-t-il des différences qui expliquent la présence de ces deux monuments en plein Marseille. Les deux établissements ont accepté de nous faire une visite guidée. Bienvenue au MUSEM. Pour le MUSEM, c'est son président Bruno Susarelli, à l'origine de sa création, qui nous sert de guide. Vous voyez ici la maquette du San Gabriel, qui était le navire avec lequel Vasco de Gama a ouvert la route des Indes en 1498. Des antiquités, des trésors archéologiques, des sculptures. Le MUSEM est un musée tout ce qu'il y a de plus classique, consacré aux civilisations qui bordent la Méditerranée. Avec un peu partout des écrans géants. Et vous voyez ici un film en fait qui est destiné à montrer comment la mer avait quelque chose de tout à fait inquiétant pour les navigateurs de cette époque. Alors qu'allons-nous voir de différent dans l'autre bâtiment, à 30 mètres de là? Bienvenue à la Villa Méditerranée. C'est Sandrine Chomel, la responsable du public, qui nous accueille cette fois-ci. Là, nous arrivons dans le parcours de la proposition permanente de la villa. Ici, pas d'antiquité. Nous découvrons de grands espaces et là aussi des films sur la Méditerranée. Et ici est proposé aux visiteurs un moment dont il peut choisir la durée, parce que le film dure 2 heures, donc il peut rester, prendre son temps. Un petit air de déjà-vu. Pourtant, selon Sandrine Chomel, il y aurait une différence de taille entre les deux bâtiments. Contrairement au MUSEM, un musée tourné vers le passé, la villa serait un parcours consacré à l'avenir de la Méditerranée. On est sur des œuvres culturelles, mais effectivement pas muséales, au sens conservation muséale. Et ça nous permet de nous différencier de notre prestigieux voisin, avec qui du coup on a une proposition extrêmement complémentaire. Même si le cœur du sujet c'est la Méditerranée, on ne traite pas du tout le sujet de la même façon et les publics s'y retrouvent. Un public qui a fait son choix, manifestement. Côté fréquentation, le MUSEM, 8 € l'entrée, a déjà accueilli 1 800 000 visiteurs. La villa, pourtant gratuite, seulement 260 000, soit 7 fois moins. Ce jour-là, les touristes qui passent devant n'en ont pas entendu parler. Pas du tout, absolument pas du tout. Absolument pas. C'est la surprise. J'ai pas très bien compris, j'ai regardé des prospectus, mais c'était pas très clair. Résultat, le bâtiment qui a coûté 70 millions d'euros d'impôts aux Provençaux est souvent vide. Une désaffection sur laquelle Michel Vauzel n'a pas souhaité s'exprimer. Mais au cours de la visite, nous tombons par hasard sur son vice-président Bernard Morel. Voici comment il explique, lui, la faible fréquentation de la villa. La presse n'a pas fait son travail. En parlant depuis des mois, depuis l'ouverture du MUSEM et exclusivement, il fallait le faire. Parce que d'abord, c'est un magnifique bâtiment, c'est un magnifique objet d'État, il fallait le faire. Mais pendant que la presse parlait du MUSEM, il ne parlait jamais de la Villa Méditerranée. Donc si les gens parlent que du MUSEM, parce qu'ils n'ont pas entendu parler de la villa, posez-vous la question de savoir qui est responsable. Ma réponse, c'est vous. Villa Méditerranée contre MUSEM. Ce qui est sûr, c'est que ces deux musées auront coûté pas moins de 250 millions d'euros aux contribuables. Des impôts en constante augmentation qui ne suffisent pourtant pas à financer les 1100 milliards d'euros déboursés par l'État chaque année. Résultat, la France est obligée de s'endetter et le compteur ne cesse de tourner. Chaque Français a aujourd'hui une ardoise de 30 000 € à rembourser. Voilà pour ce reportage consacré à l'argent de nos impôts. Cette émission est maintenant terminée. Nous l'avons préparée avec Thierry Ornay, Aurore Belser, Dorothée Cochard, ainsi que les équipes de Cartel Presse. Bonsoir et bonne semaine.